Bonsoir à tous. Nous allons donc débuter notre rencontre de ce soir. Donc, avant toute chose, je tenais à manifester à vivre le grand plaisir que j'ai à animer cette rencontre. Nous nous connaissons depuis pas si longtemps que ça, mais dès le début de notre rencontre, j'ai tout de suite porté une grande attention à la qualité de son œuvre, et c'est pour ça que j'ai été très flattée de son invitation ce soir. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'auteur pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Wilbramar est né à Perpignan en 1939. Vous me corrigez si je dis des bêtises, hein, n'hésitez pas. Barbara, bien sûr. L'auteur a passé les premières années de sa vie, donc jusqu'en 1951, dans un village du Confluent à Mosset, près de Prades, où ses parents étaient instituteurs et institutrices. La guerre d'Espagne venait de se terminer et un afflux de réfugiés avait passé la frontière, apportant à des villages catalans en déclin une nouvelle jeunesse. Ce fut le cas de Mosset. Leur présence et leurs écrits marqueront fortement et durablement la jeune imagination de l'adolescent. Puis viennent les années studieuses, lycée Arago de Perpignan, classe préparatoire du lycée Joffre à Montpellier, l'admission à l'école des mines de Nancy en 1959, une carrière d'ingénieur dans le groupe Exxon, puis chez IBM, permettent à l'auteur de parcourir le monde. États-Unis, Antilles, Japon, Europe occidentale. Parallèlement, des engagements associatifs forts lui font découvrir le tiers-monde, les Philippines et plusieurs pays d'Afrique noire. En fin de carrière, recruté par la CCI de Bordeaux, des missions de coopération lui permettent de visiter Pékin, ainsi que Hubei et Sichuan. Très tôt, l'auteur a écrit des poèmes inspirés par la multiplicité des rencontres et la diversité des paysages et des situations. Cette période ouvre plus de 30 années. En 2013, sous le pseudonyme de Wilbramar et encouragé par son entourage proche, l'auteur soumet aux éditions L'Harmattan le manuscrit d'un premier recueil de poèmes, Le Goéland assassiné, l'œuvre qui nous réunit ici ce soir. Donc, je vais vous faire une brève présentation de cette œuvre. Le Goéland assassiné est un recueil de poésie composé de 88 poèmes qui ne manquent pas d'originalité. La syntaxe et le rythme des vers, qui se veulent pour la plupart libres, varient de manière à trouver leur expression dans une musicalité intrinsèque à l'univers de Wilbramar. Un peu comme si l'auteur cherchait à nous donner la mesure de l'existence, en partageant avec le lecteur sa façon d'appréhender le monde. À travers un travail d'écriture qui se veut simple, dépouillé de superficialité, l'auteur semble se placer dans une quête de vérité, en saisissant des instants du quotidien décrits sur un ton oral qui s'assimile à un témoignage du temps. Les nombreuses références à André Breton attestent de l'influence surréaliste de l'œuvre, à travers un travail d'écriture qui tente d'échapper aux formes classiques du genre. La légèreté du texte s'oppose à la lourdeur de certains thèmes abordés, dans une constante réflexion qui va à l'encontre de l'ordre établi. La première partie de ce recueil repose sur la naissance de l'auteur. Cette naissance, immédiatement associée à son contexte historique, c'est-à-dire la guerre civile d'Espagne, marque profondément le parcours de l'écrivain. Le poème A orillas del Garona est d'ailleurs entièrement écrit en espagnol. Le poème intitulé Wilbramar ouvre le recueil sur une dualité qui n'a de cesse de se développer tout au long de l'œuvre. La joie véhiculée par l'annonce de la naissance de l'auteur s'oppose immédiatement aux horreurs de la guerre. Cette opposition marquera incontestablement le parcours de l'écrivain dans une réflexion permanente entre le bien et le mal, le plaisir et la souffrance, la vie et la mort. La deuxième partie de l'œuvre est une initiation à la découverte du monde et du voyage, à travers un regard qui alterne entre contemplation, amusement et injustice. Le ton souvent cynique de l'écrivain dénonce à la fin de cette deuxième partie les silences de l'histoire. L'auteur met ici en lumière les figures des oubliés, los olvidados, ceux dont l'existence semble vouée à la souffrance et au désespoir. La dernière partie de ce recueil réunit quant à elle des poèmes plus intimistes ou plus ludiques,
L'auteur s'adonne ici au plaisir du texte et des mots, dans une quête de sonorité et de sens, entre tours et détours, qui montre l'influence décisive que ces écrivains de langue espagnole ont eue dans son cheminement poétique. Il s'agit d'une œuvre qui ne laisse pas indifférent. Le rire cathartique du texte révèle l'authenticité d'une écriture touchante, empreinte de sincérité et de sensibilité. Le goéland, symbole de liberté et d'indépendance, prépare ici son dernier voyage, celui qui l'aidera à oublier ses blessures. Cher Wilbramar, donc ma première question porte, donc nous savons que Le Goéland assassiné est votre premier livre, et donc je souhaiterais savoir depuis combien de temps écrivez-vous et comment êtes-vous venu à l'écriture? Je crois que j'ai écrit depuis toujours, puisque mes parents étaient instituteurs, et comme ma mère ne savait pas quoi faire de moi après que je sois né, elle m'a collé au fond de la classe des petits. Donc j'ai probablement commencé d'abord à gribouiller, puis ensuite à écrire. L'écriture poétique, c'est quelque chose que je n'ai pas encore compris comment j'écris, parce que c'est en grande partie, à mon avis, un don du ciel. On ne peut pas inscrire sans inspiration, et l'inspiration, ça ne se commande pas. Donc, je peux passer 6 mois sans écrire une ligne, et puis un jour, il y a 2 ou 3 ou 4 lignes ou un poème entier qui sort. Alors, je me dépêche de le consigner, parce que c'est précieux. Hein. Et puis, comme en général, c'est la nuit, je vais me coucher, je dors, et j'attends le lendemain matin. Et ce qui est redoutable, c'est le jugement du lendemain matin, parce que 8 fois sur 10, ce que vous avez écrit la nuit, vous le mettez à la poubelle. Mais il y a quand même 20% de l'écriture qui reste, et ça se retravaille, ça, pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Il y a des poèmes de 1980 que je suis encore en train de réécrire, parce qu'ils ne me plaisent plus. C'est ce double mouvement, d'abord d'inspiration, qui est totalement incontrôlé. J'en parlerai tout à l'heure à propos du surréalisme, à propos de la création de l'image. C'est totalement incontrôlé, incontrôlable. Et c'est pour ça que je dis que c'est un don du ciel, aussi bien que le don du peintre ou du musicien. On ne peut que remercier le ciel, Dieu si on y croit, Saint Jean ou Saint Pierre si on croit Saint Jean à Saint Pierre, etc. Mais après ça, il y a du travail. Et donc, il y a du travail, et puis il y a tous les prédécesseurs qui nous ont tracé la voie. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair sur l'écriture poétique. Non, vous avez été très clair. C'est pas du tout clair dans ma tête. Ça aussi, ça a été clair. Je plaisante. Non, mais bien sûr, je comprends totalement ce que vous voulez dire. Et j'entends bien cette part d'inspiration qui peut parfois sembler sortir de la compréhension, quelque chose on se sent saisi, n'est-ce pas? On se sent... Alors évidemment, c'est lié au style de poésie que j'écris, c'est-à-dire une poésie qui est fortement teintée de surréalisme, et donc des vers libres. Et donc vous parliez de vos influences, de l'influence littéraire concernant le surréalisme. Les références à André Breton sont bien entendu omniprésentes dans votre œuvre. Quelles sont vos autres principales influences? Bon, alors je vais quand même... Les auteurs qui ont excusez-moi, le plus marqué votre travail d'écriture. Bon, avant de passer à André Breton, il faut quand même commencer par le commencement. Le commencement, c'est les études classiques. Donc, venant de mon village perdu dans les montagnes, je suis arrivé au lycée Arago. Je suis arrivé en 5e d'ailleurs parce que j'avais fait ma 6e avec papa et maman, perdu dans ma montagne. Et en arrivant au lycée Arago, je suis arrivé dans les sections classiques, donc jusqu'en mathém, section classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le grec, le latin, les humanités. Donc cette culture qu'on apprend dans les lycées et collèges,
qu'on se dépêche d'oublier. Il paraît que quand on l'a oublié, c'est ça la culture. Donc j'ai déjà ce début de culture classique. Et quand même une grande admiration pour les auteurs grecs et latins et romains, parce que quand il m'arrive d'entendre à la radio des universitaires parler de Platon ou de Plotin ou d'Épictète ou de Démocrite, et quand j'entends ce qu'ils écrivaient, je me dis mince, si j'avais été un peu plus attentif en classe, j'aurais vraiment trouvé qu'ils sont géniaux. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais dire en particulier à mes petits-enfants qui sont là, c'est que les écrits des Grecs et des Latins, 2000 ans après leur écriture, n'ont pas pris une ride. Après, il y a un autre monsieur qui m'a beaucoup influencé, et ça va vous étonner, c'est Blaise Pascal. Alors, j'ai amené les pensées ici. Et les pensées de Pascal, c'est quelque chose qui reste une référence. D'abord parce que, évidemment, Pascal est un penseur incomparable. À mon avis, moi personnellement, je me suis arrêté à son pari et à ses phrases impossible que Dieu soit, impossible qu'il ne soit pas. Je ne vois pas qu'on puisse aller plus loin dans l'analyse philosophique. Mais en plus, Pascal avait le sens de la formule. Et donc, dans toutes ses pensées, vous avez un balancement entre une proposition et la proposition contraire. Et ça, c'est quand même assez fabuleux parce que on est toujours en train d'osciller dans le champ du possible. Donc, Pascal, André Breton, un autre monument, c'est Lorca. Alors, Lorca, ça se rattache à l'Espagne, puisque c'est un des très très grands poètes de la République espagnole. Un poète, je ne sais pas si en France on peut trouver quelqu'un de plus génial que lui. Quand on lit ses textes en espagnol, c'est un feu d'artifice d'image, un feu d'artifice de sonorité. Et je suis tombé amoureux de Lorca, évidemment, et d'autant plus, et que c'est là qu'on revient à la guerre d'Espagne. Lorca a été, comme vous le savez, fusillé par les franquistes, je crois que c'était en 1936, et il avait cru au mouvement des républicains espagnols pour émanciper le peuple. Donc, il avait à la fois écrit des poèmes, mais aussi écrit des pièces de théâtre. Et il avait créé une troupe de théâtre qui allait se balader dans tous les villages d'Espagne en éduquant le peuple à ce qu'était la culture. Et les malheureux du village qui n'avaient jamais vu un poète ou un littérateur, il fallait leur donner des sujets qui les intéressent. Sur les oppositions, l'amour et la mort, l'amour et le sang, audace des cendres, toujours cette opposition entre des moments qui sont exaltants entre les amants, et puis on retombe dans la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est la société qui arrive derrière à cheval avec des types qui veulent vous faire la peau et qui finissent par vous faire la peau. Donc voilà, c'est un monde, ce monde de Lorca, c'est un monde qui est à la fois merveilleux par l'imagination, les images, la sonorité des mots, et puis par la cruauté de ce qui fut l'Espagne dans cette période de guerre civile, dans les années, entre les années 20 et puis la guerre civile s'est terminée au 1er avril 1939. Toutes ces années 20 et 30 qui ont été à la fois extraordinaires sur le plan de la création littéraire et d'une cruauté sans nom dans la vie politique du temps. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié d'autres personnages? Non, j'ai Lorca, j'ai Breton, j'ai Pascal, je les ai tous.
tout va bien. D'accord. Bon, écoutez, je profite de ce que vous dites puisque vous m'offrez de très belles transitions là. Justement, concernant, donc en parlant de l'œuvre de Lorca, vous étiez en train de parler de la sonorité du texte. Et bien entendu, j'ai immédiatement associé ces commentaires au goéland assassiné, où on a réellement un travail de sonorité qui est très important dans votre travail d'écriture. Et donc j'aimerais aussi beaucoup que vous me disiez quelques mots concernant la question de la musicalité du texte chez vous, qui est quand même fondamentale dans la lecture de ce recueil. Alors moi, j'aimerais beaucoup vous entendre parler de cette musicalité. Qu'est-ce qui... Je vous ai dit que la poésie, les surréalistes ont cassé les canons de la poésie classique, puisqu'on ne parle plus d'alexandrin, on ne parle plus d'octosyllabes. Mais pour qu'une poésie touche quelqu'un, à mon avis, il faut quand même respecter un certain nombre de critères qui sont, pour moi, plus des critères instinctifs que des critères qu'on pourrait codifier. De toute façon, codifier, c'est absolument, ça serait absolument contraire à l'idée même du surréalisme, mais personnellement, je fonctionne à l'instinct. Donc l'instinct, c'est quoi? Bon, c'est la sonorité, bien sûr, c'est le rythme, il faut qu'il y ait du rythme, de la sonorité. Ensuite, il faut qu'il y ait un sens, il faut que la poésie ait un sens, et il faut qu'elle produise des images. Alors, pour en revenir à la production d'images, je ne vais pas vous lire le premier manifeste du surréalisme, je crois qu'il a été écrit en 1924, et il dit « Une image naît spontanément et sans préméditation ». Donc déjà, on est complètement démuni devant l'inspiration. Deuxièmement, l'image, elle est d'autant plus frappante que le rapprochement entre les deux réalités est le plus improbable, le moins probable. Les origines, c'est les années 20, les années 30, toute cette mouvance d'artistes qui ont cassé tous les codes de la littérature et de la poésie avant eux. Et comme vous savez, Boris Vian a écrit l'automne à Pékin, et on a demandé à quelqu'un pourquoi l'automne à Pékin, parce que c'est pas l'automne, et ça se passe pas en Chine, tout simplement. Donc c'était une bonne raison de donner ce titre-là. Et donc c'est... oui, je vois que ça t'amuse, Emmanuel. Oui. Donc l'image surréaliste, elle naît comme ça. Il y a un autre poème que j'aime beaucoup, c'est sur la route de San Romano, d'André Breton. La poésie se fait dans un lit comme l'amour, ses draps des fées sont l'aurore des choses. Quand vous entendez ces vers, ça coule. Il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas de pied. C'est comme la rivière qui coule, ça vient tout seul. On a l'impression que c'est venu tout seul. Alors, est-ce que Breton l'a beaucoup travaillé? J'en sais rien. C'est peut-être venu d'un seul jet. Peut-être que c'est venu d'un seul jet pour le premier vers et qu'il l'a retravaillé pendant des mois après. Mais donc, ce sont des formes de poésie qui sont à la fois extrêmement... c'est merveilleux de travailler de cette façon-là. C'est extrêmement difficile et surtout, on n'a jamais sûr du résultat. Ça peut être nul comme ça peut être très beau. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur le travail d'écriture. Tout à fait. Alors, voici comment ce lecteur a écrit Le miroir de Janus. Donc, et il continue en disant Rêve, réalité, espoir, désespoir, lumière, ténèbres, sagesse, révolte, ordre, chaos. Donc, c'est assez bien vu. L'auteur nous surprend en permanence, nous laissant dans la tête des impressions toujours renouvelées, souvent étranges. Elles amènent notre imagination à poursuivre le voyage. Je ne sais pas si on peut mieux résumer ce que j'aime faire, c'est-à-dire continuellement des oppositions entre
un concept et son contraire, une proposition et son contraire, et puis effectivement aussi la production d'images et des sens qui sont pour moi le sens que je donne à la phrase et pour le lecteur des sens qui sont très différents. Et à cet égard-là, j'ai eu beaucoup de surprises parce que j'ai écrit des choses qui ont été comprises alors que je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, l'amour. L'amour est un thème que vous abordez dans ce texte. Et j'ai remarqué en lisant votre ouvrage que les thématiques liées à l'amour et à la vie sont rarement dissociées de la souffrance et de la mort. Et le lecteur pourrait même ressentir une sorte de difficulté à lâcher prise, vous voyez, une vision qui subjacente à l'œuvre, qui se veut constamment lucide et consciente d'une part obscure qu'il pourrait y avoir dans n'importe quelle situation. Et j'aimerais beaucoup que vous nous en disiez aussi un peu plus à ce sujet. Sur cette question de la mort, l'amour, etc., je me suis dit, bon, est-ce que je suis seul, est-ce que je suis vraiment un extraterrestre, est-ce que tout le monde est comme ça? Puis je me rends compte que finalement, beaucoup de gens sont comme ça en tout cas. Pascal, quand vous prenez les pensées de Pascal, il n'y a pratiquement pas une page où il n'y a pas une chose et son contraire. Impossible que Dieu soit, impossible qu'il ne soit pas. Dans l'homme n'est ni ange ni bête, et quiconque veut faire l'ange fait la bête. Donc continuellement l'opposition entre l'ange et la bête, Dieu qui est, Dieu qui n'y est pas, etc. J'ai trouvé que dans certaines tribus d'Amérique du Nord, il y avait un démiurge. Alors le démiurge, toujours si j'ai bien compris mes sources, hein, je ne suis pas un universitaire, mais le créateur c'est le créateur, et le démiurge c'est la petite main du créateur, c'est-à-dire le créateur il vous crée le monde comme ça, tout est bien, et puis simplement il a oublié les détails, et le démiurge il est là pour régler les détails. Et dans une tribu indienne d'Amérique du Nord, il y a un démiurge qui a créé, je vous le donne en mille, à la fois la mort et la reproduction sexuée. Donc ça veut dire quand même, ça devait se situer il y a quelques milliers d'années par rapport à nous. Il y a déjà des gens qui étaient dans des cabanes, qui se sont posés les mêmes questions que nous, et qui se sont dit, la reproduction sexuée, l'amour, tout ça très bien, mais c'est un piège qui nous tend le démiurge. Tout ça, c'est pour qu'on fasse des gosses, et que ça se perpétue, mais nous, il n'en a rien à foutre. C'est le démiurge, c'est pas le créateur. Donc, vous voyez que dans l'humanité, il y a eu énormément de penseurs qui se sont posés ce genre de questions. Alors ensuite, évidemment, il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, dans la religion catholique, les conciles s'en sont chargés. Les doctrines dualistes ont été réduites au silence, jusqu'au catharisme d'ailleurs, parce que le catharisme était une théorie dualiste, et comme vous savez, les cathares, ils ont fini sur le bûcher. Donc, toutes ces théories-là ont perduré au cours des siècles. Ça veut dire que c'est une constante de l'humanité de se poser cette question-là. Et moi, je continue dans mes vers, comme elles me sont inspirées par le ciel, je n'ai aucun risque, hein, je continue à écrire une chose et son contraire, une chose et son contraire, l'amour, la mort, etc. Et Lorca, c'est pareil. Ben justement. L'amour. Voilà. Une fois de plus, vous m'offrez une belle transition, justement, parce que là encore, donc on a abordé ces thèmes universels tels que l'amour, la pulsion de vie, la pulsion de mort. Mais parmi les thématiques abordées dans votre œuvre, il est bien entendu que l'Espagne et la guerre d'Espagne a considérablement marqué votre parcours. Et les références qui sont présentes dans ce recueil montrent également l'amour que vous avez pour la langue espagnole. Et donc, je ne fais que de répéter ce que vous nous démontrez également depuis tout à l'heure, ne serait-ce que par la belle lecture que vous avez faite.
Et donc, la question aussi que pourrait se poser un lecteur est quelle est la relation que vous entretenez avec ce pays, avec l'Espagne? Alors, ce qui est curieux, c'est que je suis catalan, pas espagnol. Hein, et que, comme vous savez bien, les Espagnols et les Catalans, en ce moment, c'est pas le grand amour. Enfin, bon, il se trouve que mon père instituteur interdisait à ses élèves de parler catalan. Et donc, j'ai appris l'espagnol, et j'ai beaucoup aimé. Donc, pour commencer par le commencement, dans mon enfance, donc c'était un village du Conflent qui était à quelques kilomètres de la frontière. Barcelone est tombée en janvier 1939. Moi, je suis né en avril 1939. Le général Franco a décrété que la guerre d'Espagne était finie le 1er avril 1939. Il fallait le faire, hein. Le 1er avril, il a dit la guerre est finie. C'était un grand humoriste, le général Franco. Et donc, dès l'année 39, je crois qu'il y a eu 500 000 réfugiés qui ont passé la frontière et qui sont arrivés en particulier dans la région de Perpignan, mais aussi dans tout le sud-ouest, Toulouse, etc. Donc, je suis resté dans ce village de montagne pendant 12 ans, perdu dans mon bled, et le village avait pratiquement doublé de population avec des réfugiés espagnols. Donc mes copines, elles s'appelaient Anita, elles s'appelaient, etc. Tout plein de prénoms espagnols. Le cordonnier est espagnol, le boulanger est espagnol, le cantonnier est espagnol. Bon, donc on baignait dans un bain d'espagnol, mais pas n'importe quel espagnol, c'était tous des républicains et qui disaient pique-pendre de Franco, des franquistes et de tout le reste. Donc, si vous imaginez un enfant qui pendant 12 ans écoute le même discours sur le franquisme, bon, j'ai été un petit peu modelé par ces 12 années parmi les républicains espagnols. Ensuite, on arrive à Perpignan, au lycée Arago. Évidemment, j'apprends l'espagnol, jusqu'en terminale. Nous avions un lecteur d'espagnol qui s'appelait M. Corredor, qui avait eu des fonctions dans le gouvernement de la République à Barcelone. Bon, évidemment, il n'aimait pas Franco non plus. Hein. Et donc, j'ai aussi baigné dans ce... Et j'ai adoré l'espagnol, bien que ce soit la langue du vainqueur. Et j'ai même été présenté au concours général, mais je n'ai pas pu le passer parce que j'étais malade. Bon. Donc, l'espagnol, ça a été une grande passion et aussi, quand même, un petit peu de culture. Ensuite, après le lycée, il y a eu une période où j'ai dû passer à l'anglais et en même temps, Franco était toujours en Espagne. Donc il y a eu une éclipse où je ne voulais plus entendre parler de l'Espagne, je ne voulais plus mettre les pieds en Espagne, tout simplement parce qu'il y avait les gardes civils avec leur bicône affreux, les persécutions de Franco, les gens qui passaient au garrot, qui foutaient en tôle, etc. Et il y a eu une période où ma femme me poussait à passer la frontière, moi je m'arrêtais au Pertus pour acheter des tourons, et puis ça s'arrêtait là. Et finalement Franco a fini par mourir, et là j'ai enfin découvert l'Espagne, une Espagne qui était libre, et puis en particulier l'Aragon avec ses montagnes. Et donc mon amour pour l'Espagne a repris. J'ai refait l'espagnol d'abord pour mon amusement, puis maintenant que je ne travaille plus pour les Américains parce que j'aime. Et j'ai fait la connaissance, grâce à l'harmattan, d'une poétesse colombienne, Miriam Montoya, qui m'a fait connaître la poésie sud-américaine, qui est absolument merveilleuse. Magnifique. Donc voilà. L'espagnol, c'est une longue histoire d'amour, de haine quand il s'agissait des franquistes, et de nouveau d'amour avec les Sud-Américains. Très bien. Ensuite, j'aurais une autre question, toujours concernant votre livre. Donc, ce recueil ouvre sur la figure de l'auteur, étant donné que, et plus précisément sur la naissance de l'auteur, puisque il me semble que le premier poème s'appelle Vivre Amar, hein, et qu'il parle de sa naissance. Et donc, c'est vrai que pour le lecteur, cela pourrait présager, dans un premier temps,
d'une écriture qui serait plus intimiste, qui serait plus individualiste, plus centrée sur le soi. Or, lorsque l'on parcourt vos textes, on remarque très rapidement que votre regard porte beaucoup sur les autres, sur des rencontres fictives ou réelles, et notamment les poèmes qui portent sur les voyages. Donc nous savons que votre carrière d'ingénieur vous a permis de beaucoup voyager. Et on se demande qu'est-ce qui, dans ces voyages, quel a été ce principal enseignement que vous avez tiré dans ces voyages qui fait que vous ressentez aujourd'hui le besoin de partager cette expérience? Besoin de partager, pas forcément. Je me considère comme un appareil photographique subjectif. C'est-à-dire que peut-être que le fait d'être ingénieur m'a servi parce que si j'étais resté dans les lettres, j'aurais fait du nombrilisme. Mais un ingénieur, en principe, c'est quelqu'un d'objectif, un être froid, sans passion, quoique. Et ça m'a peut-être aidé quand même, à voir les choses, à rechercher une certaine objectivité. Donc dans les voyages, ce qui m'a intéressé, c'était de regarder autour de moi. Oui, les rencontres surtout. Les rencontres, de voir des gens. Et alors, c'est vrai que je me rends compte qu'en réfléchissant, quand je vois un pont du XVe siècle, je ne regarde pas le pont du XVe siècle, je regarde le mendiant qui est sur le pont. Alors ça pose quand même des questions. Il y a dans le bouquin, là, le mendiant de Wuchang qui tend la main. C'est en Chine, j'aurais très bien pu regarder comment sont faits les ponts chinois avec toute cette merveilleuse architecture de la Chine ancienne. Moi, ce que j'ai vu, c'est le mendiant. Donc ça m'amène quand même à me poser des questions sur mon objectivité, mais là, je ne suis pas encore clair avec moi là-dessus. Parce que oui, c'est ça, c'est qu'on ressent ces voyages, mais qui nous font découvrir avant toute chose les hommes. Hein. L'homme à travers le monde, ces différents profils que vous nous peignez. L'homme n'est pas n'importe lequel. Et je me rends compte que là aussi, je suis un appareil photo, mais avec un objectif peut-être fortement biaisé, parce que les gens qui m'ont intéressé, ça a souvent été des gens simples. Par goût, les voyages, oui, mais je me suis toujours intéressé à ce que je connaissais depuis toujours, c'était mes petits paysans et puis les gens qui passaient pas leur temps à boire du whisky et à appeler des colverts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune morale là-dedans, c'est instinctif. Bien sûr. Et justement, les oubliés, les fameux oubliés qui apparaissent, los olvidados, qui apparaissent dans votre œuvre, ça rejoint totalement ce que vous êtes en train de nous dire, ici. Hein, lorsque vous parlez dans la 4e page de couverture, d'ailleurs, vous le dites clairement, hein, c'est ceux à qui, le poème des olvidados, souvent inspiré de faits divers, donne la parole à celles et à ceux qui ne l'ont jamais. Voilà, hein. Exactement. Et c'est ces gens-là qui m'intéressent. Et est-ce qu'on peut dire que ces poèmes sont également aussi le reflet de vos engagements sociaux? Parce que nous savons bien sûr que vous avez des engagements sociaux importants. J'ai horreur du mot engagement. Mais vraiment horreur. Pourquoi? Parce que dans ma tête, un engagement signifie être partisan. Et être partisan, ça rétrécit l'horizon. C'est pour ça que si je suis allé aux Philippines, si je suis allé ensuite au Burkina Faso, ailleurs, ou si j'ai rencontré des religieuses dans des rizières, ou en Afrique noire, dans d'autres circonstances, je ne considère pas ça comme un engagement, je considère que j'allais dans des milieux où j'étais bien. Donc c'était plus de l'empathie ou de la sympathie que de l'engagement. Donc je ne veux pas me poser comme quelqu'un qui porte une oriflamme, parce que je vais retrouver les inquisiteurs et puis les gens de Franco, hein, pas du tout. Non, je vais avec les gens qui me sont sympathiques. Pas plus, pas moins. Peut-être une dernière question sur votre œuvre, bien qu'on pourrait rester ici longtemps à en discuter. Pourquoi le goéland assassiné? Ça c'est drôle. Alors le goéland assassiné, c'est le titre déjà d'un poème qu'on va peut-être lire tout à l'heure.
Et Bien sûr. c'est typiquement une image surréaliste. Il n'y a pas de goéland dans le poème et il n'y a pas d'assassin. Et donc, le goéland, en écrivant, vous allez, je crois que vous allez le lire tout Oui, à bien l'heure, sûr. vous allez voir que cette expression est sortie d'un chapeau Mhm. sans que j'y sois pour rien. J'avais peut-être bu un peu de whisky ce jour-là, mais c'est tout. Donc, c'est pas prémédité, c'est pas voulu, et je ne recherche pas les faits. Donc, mettez le compte de cette association de mots sur les mauvais conseils d'André Breton. Très bien. Bon, et alors, pour finir cette présentation, avant de passer aux lectures, car nous allons bien entendu lire quelques textes avant de vous donner la parole, avez-vous d'autres projets littéraires, Libremar? Mais j'en ai plein, oui, bien sûr, puisque je commence une nouvelle carrière. J'ai négocié avec l'Institut Cervantes, qui est cours de l'intendance à Bordeaux, la création d'un club des amis de la poésie espagnole. Et je vous invite tous, le 17 mars 2015, à 18h, aura lieu la première séance du club de la poésie espagnole. On a convenu avec le directeur de l'Institut Cervantes que ça serait consacré à des jeunes poètes sud-américains. Donc, moi, je voulais mettre du Lorca. Ils ont refusé Lorca parce que tout le monde parle de Lorca à l'Institut Cervantes, donc c'était pas nouveau. Donc, il y aura deux poètes sud-américains connus, Aubry Leroy, les Huasca, et puis aussi Myriam Montoya, qui est donc cette traductrice. Et puis, on va essayer de continuer un cycle. Donc, ça, c'est pour 2015, c'est l'Espagne. En même temps, j'ai très envie de travailler avec des dessinateurs, voire des peintres, de façon à ce que l'art poétique soit associé à l'art graphique. Et donc, je crois que vous verrez tout à l'heure, si vous venez ici, j'ai contacté des dessinateurs bordelais. Il y en a un qui est totalement génial, qui a une trentaine d'années, et qui a illustré Les Roses disparants, qui est un poème de mon bouquin. Enfin, vous me direz vous-même ce que vous en pensez. C'est une colonne de soldats iraniens qui vont se battre contre les troupes de Saddam Hussein, à l'époque où Saddam Hussein était notre allié, bien sûr. Et il a fait une œuvre qui est remarquable. Il y a une autre œuvre qui est en gestation, qui est une maman philippine qui porte son bébé, et qui est inspirée de ce que j'ai vu aux Philippines avec ces jeunes femmes qui étaient chargées d'enfants et qui galéraient dans la rizière. Donc, je veux absolument rencontrer des dessinateurs, me constituer une collection de posters, mais des posters de qualité, et puis j'espère qu'au mois d'avril, où est prévue une manifestation au château de Bellegarde, entre le propriétaire du château et là, d'ailleurs, je le remercie d'être venu, au mois d'avril, le 12 avril, je crois, c'est le 12 avril, n'est-ce pas? Le 12 avril aura lieu au château de Bellegarde une soirée où nous serons deux poètes à lire nos poèmes. Et d'ici là, j'espère bien m'être constitué une collection de posters de grande qualité, effectués par des dessinateurs professionnels. Donc, pour 2015, la voie est tracée, c'est l'Espagne, le dessin et une œuvre qui marie les deux. Alors après, on arrive à 2016, toujours si ça marche là-haut, et en 2016, je continue à écrire. Donc, l'idée, ce serait de sortir une anthologie où il y aurait tout ce que j'aime dans une anthologie. Tout ce que j'aime dans une anthologie, c'est ce que André Breton a fait, c'est-à-dire des poèmes, un peu de prose, et puis, alors André Breton pouvait se payer Juan Miró, donc il y a des peintures de Juan Miró. Bon, je ne pourrais pas mettre Juan Miró dans mon anthologie, mais je mettrai par contre des jeunes artistes, et que je peux vous garantir que ce sont des gens pleins d'avenir. Donc voilà, si Dieu me prête vie jusqu'en 2017, je vous engage à acheter en 2017 une anthologie où il y aura des extraits du bouquin, une partie Tras los Montes, espagnol,
avec les traductions espagnoles, de beaux dessins, et puis les poèmes que j'ai écrits en 2014, 2015, 2016, que pour l'instant je trouve pas mal. Donc je les ferai passer au crible d'un certain nombre de lecteurs, on verra ce que ça donnera. Voilà pour mes projets. Très bien. Merci Wilbrama. Nous passons peut-être à la lecture de quelques textes. Volontiers, Barbara, volontiers. Vous ouvrez la lecture, Wilbrama. C'est moi. C'est moi qui commence, c'est vrai. Oui. Ah oui. Bon. Donc le premier poème est très court et il célèbre ma naissance, n'est-ce pas? J'ai un ego un peu surdimensionné quelquefois, donc voilà. Donc, un petit point d'histoire. Je vous l'ai dit, Barcelone est tombée en janvier 1939. La guerre d'Espagne a été déclarée officiellement terminée le 1er avril 1939. Ont suivi 5 mois de paix en Europe, jusqu'au 2 septembre 1939, où vous savez ce qui a pu arriver. Et moi, je suis arrivé pendant ces 5 mois de paix le 24 avril. Donc, 24 avril 1939, Madame et Monsieur Wilbramar ont la joie d'annoncer la naissance du jeune Wilbramar. Eh oui. À Burgos, on fusillé. À Madrid, on fusillé. À Barcelone, on dansait. La nuit tombe. Dans le train du retour, le bourreau replie sa serviette sur ses genoux et songe. C'étaient des songes de bourreau. Il en faut. Et un bourreau, des fois, ça rêve aux fleurs d'oranger d'Aranjuez. À Burgos, on fusillé. À Madrid, on fusillé. À Barcelone, on dansait. Quand le bourreau s'est endormi, à Barcelone, c'était fini. Autobiographie. J'ai toujours eu le prix d'excellence, fait mon service militaire dans l'artillerie, pas dans l'infanterie de la marine, ni dans les parachutistes. Non, pas là. J'ai élevé une femme et de nombreux enfants, que jamais personne ne prit pour des canards sauvages. Alors voilà, je voudrais être déclaré saint sur vos registres municipaux, monsieur l'employé. L'employé m'a regardé fixement. Il y avait au mur les personnages des 7 péchés capitaux, qui me souriaient. Et ils sont intervenus, et ils se sont saisis de moi, et ils m'ont emmené, et voilà. Un jour, je retournerai, je le jure, au bureau municipal. L'Ancien. Il a certainement tué pères et mères au cours de la guerre d'Espagne. Décoré sur le front des troupes sur la grande place de Saragosse. Il porte un chapeau noir et toutes ses décorations. Passe une jeune fille avec un corsage rouge et blanc. Le vieux réfléchit. Comme c'est étrange, rouge et blanc, sur le corsage d'une jeune fille maintenant. Il y en avait exactement de la même couleur, du rouge, à Teruel, dans la neige, du rouge et du blanc. Pour arriver à un si beau rouge, il a fallu en tuer beaucoup sûrement. À Teruel, à Guadarrama, à Brunete. On tuait beaucoup, beaucoup, sûrement. Et enfin, je termine avec un poème magnifique. Je ne vous ai jamais caché à quel point j'aimais ce poème. Donc, le goéland assassiné.
Je m'interroge. Ai-je une âme? La vérité, la triste chose. Pas plus qu'un ours qui ne sait pas qu'il meurt. Pas plus qu'un ours qui attend l'hiver. Un coin de montagne pour y dormir enfin du sommeil du juste sous la neige. Je cherche. Qui voudrait m'aider à mourir? C'est une œuvre de longue haleine. Moi-même, je n'en ai pas toujours la force. S'habituer, mourir à petit feu, chaque matin un peu, avoir continuellement de la suite dans les idées, s'inquiéter, oui, s'inquiéter et compatir, s'apitoyer sur mon âme. Mais ai-je une âme? La question est, je m'interroge. Pas plus qu'un ours. Pas plus qu'un ours qui ne sait pas qu'il meurt. Pas plus qu'un goéland assassiné. Cela ferait un bien beau titre de poème, le goéland assassiné. Ne m'aidez pas. N'ayez aucune compassion. La raison est, je n'ai pas d'âme. Pas plus qu'un ours. Pas plus qu'un ours qui ne sait pas qu'il meurt. Pas plus qu'un ours qui attend l'hiver. Un coin de montagne pour y dormir enfin, du sommeil du juste sous la neige. Septembre 1998. Merci Barbara. Nous allons donc passer la parole au public si vous avez des questions. Non. Là-bas, il y a une question. Ah! Alors est-ce que le film va être assez long? Merci. Le poète risque-t-il de s'autocensurer? Très bonne question. Bonne question. Alors, quand j'ai pris un pseudonyme, Émile Branard, c'était justement pour avoir une totale liberté d'écriture, parce que je pense que si on n'a pas une totale liberté d'écriture, d'inspiration, eh bien, c'est le commencement de la fin. Donc je me suis dit, je vais m'appeler Émile Branard, personne ne le saura, et tu pourras écrire ce que tu veux, ce que j'ai fait pendant 30 années. Puis maintenant, le bouquin est sorti, je commence à avoir des retours, et je m'aperçois que c'est pas si simple. Parce que certains poèmes que je croyais totalement anodins ont suscité des réactions quand ils touchent à certains domaines sensibles. Or, le nombre de domaines sensibles de nos jours augmente pratiquement tous les jours. Alors, il y a des poèmes que j'ai écrits il y a 15 ou 20 ans où j'utilisais par exemple le mot nègre. Il n'y en a pas dans la salle, donc je peux le dire. Et je ne sais pas si je pourrais l'écrire aujourd'hui. Je suis allé sur un blog d'auteurs où une brave personne qui écrit des romans à la chaîne a prononcé le mot nègre, mais le nègre étant la personne qui est à sa place. Et il y a une brave dame du Congo-Brazzaville qui a aussitôt réagi en disant c'est un scandale, c'est un mot qui est péjoratif, etc. Ça a fait tout un bazar sur le blog. Et donc, effectivement, moi j'ai toujours envie de dire et d'écrire ce que je pense, mais ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai pas du tout envie de m'auto-censurer et de ne plus être ce que je suis, ce serait assez lamentable. Et je pense que si je m'auto-censure, je perdrai mon âme. Merci de cette excellente question sur l'autocensure. Je voudrais dire deux choses. La première n'est pas une question, c'est un témoignage. Et ce que je vais dire, je te l'ai déjà dit. J'ai acheté ton bouquin au printemps par amitié, parce que je ne suis pas un grand amateur de poésie, et j'ai beaucoup aimé.
Vraiment beaucoup. Le deuxième point, c'est que nous nous connaissons depuis 30 ans. Je suis ingénieur des mines comme Jean-Pierre. Et je suis quand même extrêmement surpris, même si on ne se voit pas tous les jours, de jamais t'avoir entendu parler de Villebramar, de ton goût pour la poésie, de ton amour de l'Espagne. Et tout ça, je l'ai découvert cette année. Est-ce que ça tient aussi à cette protection que tu veux, cette espèce de barrière que tu as créée pour qu'on te foute la paix, quoi, et pour que Jean-Pierre Lambert, qui était mon ami, ça soit quelqu'un de complètement différent de Villebramar. Donc là, c'est quand même une question que je pose. Ben, c'est une bonne question, Paul. Si tu lis ce bouquin d'André Breton, la poésie se fait dans un lit comme l'amour. Il y a un peu plus loin un vers qui dit « Cela ne se crie pas sur les toits, il est inconvenant d'ouvrir la fenêtre ou d'appeler des témoins. » Je cite de mémoire, mais je crois que c'est exactement les vers d'André Breton. Donc, je pense que nous sommes tous des êtres humains, je pense qu'on a tous nos côtés d'ombre. Être artiste, c'est forcément dévoiler un côté d'ombre. Il faut effectivement, pour garder une pleine liberté de création, je me suis bien gardé de dire que j'écrivais des poèmes. C'est un peu comme si j'avais dit j'ai chopé la syphilis à Houston. Non, pas de question. Pas question de ça. Ceci dit, ça ne m'est pas arrivé à Houston. Y a-t-il d'autres questions? Bon, eh bien, nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Et merci de votre écoute. Et merci à vous, Villebramar. Merci d'avoir été. En los frentes de cabeza, rumba, 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 rumba. En los frentes de cabeza, rumba, 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 rumba. No tenemos municiones, ni tanques, ni cañones.